Radio Radicale, ci occupiamo dei lavori dell'Assemblea nazionale del martedì pomeriggio, nell'ora dedicata alle interrogazioni al governo di Edouard Philippe. Ricordiamo che questa ora delle interrogazioni si è svolta subito dopo le parole del Presidente della Repubblica francese Macron, che in un intervento a Parigi ha dichiarato di voler continuare nella sua politica sulla transizione ecologica e quindi di voler proseguire nella politica di aumento dei prezzi dei carburanti, con la tassazione che è stata stabilita nel budget 2019, che ha subito un arresto al Senato, dove è stata votata una mozione che di fatto blocca l'aumento delle tasse dal 2019 al 2022, decisione che probabilmente sarà ribaltata dall'Assemblea nazionale. Macron, nella giornata del 27, ha ribadito il suo ascolto dei cittadini, ma avanti nella grande transizione energetica. Il presidente francese ha offerto poca apertura alla protesta dei gilet gialli nel discorso con cui ha presentato un piano per l'abbandono dei combustibili fossili, un piano che oltre al contestatissimo aumento della tassa sui carburanti, prevede la chiusura di tutte le centrali a carbone entro il 2022, lo sviluppo e il sostegno alle energie rinnovabili e pulite con un mix di energia elettrica e solare, il dimezzamento della quota di energia nucleare entro il 2035. La parte più attesa del discorso di Macron era quella dedicata ai gilet gialli. La rivolta delle classi popolari medio-basse delle province è esplosa a metà dicembre, con blocchi stradali e cortei lumaca che hanno paralizzato la Francia. Macron ha assicurato di non volere una Francia a due velocità che accentui la diseguaglianza tra i territori, e ha insistito che vuole un'ecologia sì, ma popolare. Comprendo le paure dei cittadini, ma non cedo alle violenze, ha detto Macron nel corso del suo intervento. E il ministro dell'ambiente De Rugy, che ascolterete nella seduta dell'Assemblea nazionale del 27 novembre, annuncia proprio nel corso di questa seduta che incontrerà una delegazione dei gilet gialli, e lo ha fatto proprio nel corso della seduta all'Assemblea nazionale francese. E quindi due degli 8 portavoci dei gilet gialli, Éric Drouet e Priscilla Ludowski, sono stati ricevuti poi dal ministro della transizione ecologica De Rugy. Ma veniamo ai temi che sono stati trattati nel corso di questa seduta dell'Assemblea nazionale, che ha avuto alcuni momenti drammatici. Ricordiamo che nel corso all'apertura della seduta all'Assemblea nazionale, il presidente Richard Ferrand, presidente dell'Assemblea nazionale francese, ha voluto ricordare alcuni dei deputati che sono stati minacciati nel corso di questi giorni di protesta dei gilet gialli. E proprio una deputata del gruppo REM, Mireille Robert, l'ascolterete nel corso della seduta, uno dei primi interventi che vedrete e ascolterete, ha denunciato le intimidazioni alla sua famiglia e il clima di violenza che ha vissuto in questi ultimi giorni. Per il resto, la deputata Bonnivar dei Repubblicani, che è il gruppo di opposizione di centrodestra, ha voluto sottolineare che queste misure scontentano la classe media, e che comunque i provvedimenti sono ingiusti. La polemica si è allargata non soltanto al tema della classe media, ma anche su
chi sono i manifestanti. Valérie Lucroz dei Repubblicani si è proprio posta questa domanda, smentendo, secondo la sua valutazione, che chi ha manifestato tra i gilet gialli non sono pericolosi esponenti dell'ultradestra o dell'ultrasinistra, ma tra questi ci sono esponenti della classe media, la stessa tesi che era stata sostenuta in qualche modo dalla Bonnivar, che però aveva precisato che i provvedimenti scontentano la classe media. Del resto il sottosegretario all'interno Laurent Nunez, intervenendo nel corso della seduta che si è svolta all'Assemblea nazionale francese, ha puntato l'indice nei confronti dell'ultradestra, sottolineando che i manifestanti dei gilet gialli appartenevano allo schieramento dell'ultradestra. Tuttavia alcuni arresti hanno smentito, secondo quello che è apparso su alcuni quotidiani francesi, questa tesi, ma soprattutto perché c'è il maggiore interesse a voler attaccare l'ultradestra da parte del governo attraverso le parole di Laurent Nunez, sottosegretario agli interni? Probabilmente perché si ritiene più temibile l'ultradestra. Infatti non è un caso che nel corso del dibattito si sia polemizzato anche con la sinistra. Sono intervenuti parlamentari della France Insoumise, che sono stati attaccati da François de Rugy, ministro della transizione ecologica, che ha in particolare attaccato la France Insoumise di Mélenchon, ricordando alla sinistra che in passato erano loro a volere l'aumento dei prezzi dei carburanti, attaccando Enrico Carrel della France Insoumise, che ha svolto la sua interrogazione. Nel corso di questo dibattito è intervenuto anche Fabien Roussel, che è il nuovo segretario del Partito Comunista francese, che è stato applaudito da Mélenchon della France Insoumise e che ha ricevuto i complimenti di questo gruppo parlamentare. Ricordiamo, si tratta di due gruppi parlamentari di sinistra. A Fabien Roussel è arrivato anche l'elogio del primo ministro Édouard Philippe, che nel corso del suo intervento ha evitato accuratamente di attaccare la sinistra, contrariamente a quanto ha fatto François de Rugy, che lo ricordiamo ancora una volta è il ministro della transizione ecologica, e ha fatto i complimenti per l'elezione a Roussel come nuovo segretario del Partito Comunista francese, ricordando che quella della sinistra è una grande tradizione politica. Del resto Roussel ha attaccato comunque il governo, ricordando che nella società francese ci sono delle gravi ingiustizie, sia sul fronte dell'elusione fiscale, ma anche sull'accumulo dei capitali, ed è per questo che secondo Roussel le misure sull'aumento delle imposte sui carburanti sono ingiuste. Nel corso di questa seduta dell'Assemblea nazionale francese, Édouard Philippe ha cercato in qualche modo di dare una prospettiva politica anche alle misure che sono state prese, citando gli istituti di statistica francese e parlando proprio del potere d'acquisto, del pouvoir d'achat, e sottolineando che tra il 2018 e il 2019 il potere d'acquisto delle famiglie aumenterà, questo citando fonti statistiche. Per il resto sono stati trattati altri particolari argomenti. Marlène Schiappà, sottosegretario che si occupa di combattere le discriminazioni, ha risposto a un'interrogazione di un deputato della République En Marche, Gérard, proprio sulle discriminazioni nei confronti degli omosessuali, ricordando tutte le misure che sono state prese dal governo Philippe.
l'UKIP, mentre Annick Girardin, che è ministro dei territori d'oltremare, è intervenuta sulla difficile situazione economica dell'isola di Réunion, che vive una particolare crisi economica forse più accentuata rispetto a quella della terra madre, della Francia. Ma vediamo come si è svolto il dibattito politico all'Assemblea nazionale francese durante il dibattito che si è svolto nel primo pomeriggio del 27 novembre del 2018. Prima di arrivare a questa seduta vi faremo ascoltare alcune delle parti, una breve sintesi dell'intervento di Macron che ha deciso di andare avanti nella sua politica. Buona visione e buon ascolto. Je veux ici dire que je ne confonds pas ces actes inacceptables avec les manifestations sur lesquelles ils se sont greffés. Je ne confonds pas les casseurs avec des concitoyens qui veulent faire passer un message. J'éprouve de la compréhension pour ces concitoyens, mais je ne céderai rien à ceux qui veulent la destruction et le désordre, car la République, c'est à la fois l'ordre public et la libre expression des opinions. Je refuse que s'installe une France à deux vitesses, où les plus riches, parce qu'ils ont fait les bons choix d'un point de vue environnemental, auront des factures allégées, et où les plus modestes, parce qu'ils n'auraient pas eu les moyens d'investir, qui dans un véhicule qui consomme peu, qui dans l'isolation de leur logement, devront payer encore davantage. Je refuse aussi que la transition écologique accentue les inégalités entre territoires et rende plus difficile encore la situation de nos concitoyens qui habitent en zone rurale ou en zone périurbaine. Et c'est cela, au fond, la crainte exprimée par nombre de nos concitoyens ces derniers jours. Être laissé pour compte, payer la transition énergétique sans en bénéficier. Et cette crainte, je ne peux que la comprendre et je ne peux que la partager. Tout sera donc mis en œuvre pour accompagner socialement cette transition, pour que l'écologie à la française que nous sommes en train de faire advenir puisse être une écologie populaire. Lorsqu'on parle des actions de la nation pour répondre aux défis du changement climatique, force est de constater que nous avons fait trop peu. Quand je dis trop peu, je ne parle pas des citoyens, car ils sont de plus en plus nombreux à multiplier les petits gestes qui, ajoutés les uns aux autres, font les grandes avancées. Par trop peu, je veux en effet parler des dirigeants que nous sommes, des dirigeants politiques, d'entreprises, des responsables de tous bords, c'est-à-dire de tous ceux qui sont en capacité d'engager plus qu'eux-mêmes. De ceux qui, s'ils ne changent pas assez, porteront la responsabilité principale d'avoir rajouté aux dettes économiques et sociales que devront supporter nos enfants et nos petits-enfants une dette environnementale d'une toute autre nature. Car ne dépendra pas seulement d'elle le fait que notre société sera à l'avenir un peu plus ou un peu moins prospère, un peu plus ou un peu moins juste, mais posera la question simplement de l'avenir de notre société tout court. Enfin, pour conclure, je veux ajouter un mot de la crise que nous connaissons, comme convenu. Parce que celle-ci ne se limite pas au prix des carburants. Il faut là-dessus être lucide et honnête. Et je suis déterminé non seulement à reconnaître, mais à prendre en charge tous les sentiments, à mes yeux profonds, qui se sont exprimés au cours de cette crise et que j'ai identifiés. En face de ces sentiments, et même, je dirais, de ces ressentiments, je ne me déroberai pas. Et ce que je vous demande n'est pas la seule réponse à apporter à ce que nous entendons. Je vous le redis, et je serai clair, je n'aurai aucune faiblesse à l'égard de ceux qui manipulent, instrumentalisent ou en quelque sorte cherchent la violence. À cela, la réponse sera claire et nette. L'ordre public et rien que l'ordre public. Parce que c'est la protection aussi que nous devons à nos concitoyens qui vivent dans les quartiers aujourd'hui bousculés par sa manifestation, aux commerçants, aux artisans et aux acteurs économiques qui sont profondément bousculés dans leur quotidien et aussi leur chiffre d'affaires par ce qui est en train de se passer. Mais il y a, dans ceux qui s'expriment, ou dans le soutien tacite ou explicite dans notre pays à ce mouvement, quelque chose qui vient de plus loin, et sans doute de plusieurs décennies. L'idée que je me fais de ma mission m'empêche de me cacher
derrière les responsabilités des autres, que ce soit celles des prédécesseurs ou d'autres acteurs. Et je renonce ici à chercher toute forme d'excuse. Parce que je crois comprendre très profondément les attentes et les frustrations, cette colère sourde, ces rancunes et ces rancœurs qu'éprouvent les citoyens devant les pouvoirs qu'ils sentent loin d'eux, indifférents, et au fond, devant ce qu'ils sentent être comme des vies empêchées, bloquées par les taxes, les normes, par une perte de sens de ce qu'est l'aventure collective qu'est une nation. Et ceci vient de loin. Et je considère que notre devoir, et ça fait partie au premier titre du mien, c'est d'y apporter une réponse. La séance est ouverte. Mes chers collègues, avant de débuter cette séance, je tiens à condamner avec la plus grande fermeté les actes d'intimidation, les menaces, les dégradations subies ces derniers jours par plusieurs de nos collègues issus de tous nos bancs. De tels actes sont intolérables, en particulier lorsqu'ils touchent au domicile personnel de nos élus et de leurs familles. J'ai demandé au gouvernement, en fin de semaine dernière, de veiller à protéger tous nos compatriotes, évidemment, et leurs représentants. Je tiens à remercier l'ensemble des forces de sécurité intérieure mobilisées dans des conditions parfois difficiles. Seul le respect de notre démocratie et de ses lois peut permettre que s'organisent dans l'écoute et le respect les conditions du dialogue. Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Monsieur Francis Choix, élu le dimanche 25 novembre 2018, député de la première circonscription de l'Essonne. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Madame Émilie Bonivard. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, les Français vous crient depuis plusieurs jours leurs grandes difficultés réelles à boucler leur fin de mois à mesure que les taxes augmentent et que leur pouvoir d'achat diminue. Entre la hausse de la CSG, l'augmentation inédite et continue de la taxation sur les carburants ou la désindexation des pensions par rapport à l'inflation, votre politique, vos choix ont très durement fragilisé depuis 1 an et demi les classes moyennes et les plus modestes de nos concitoyens. Les Français attendaient beaucoup des annonces de ce matin. Hélas, la seule réponse du président, c'est son obstination à ne surtout rien changer. Vous restez sourds aux attentes des Français. Vous restez sourds à leur détresse. Vous ne ferez pas d'écologie durable et positive sans eux, en les étouffant fiscalement. Vous vous trompez de chemin. Le président dit vouloir soutenir une écologie populaire. Mais comment défendre les plus modestes quand votre gouvernement, dans ce contexte actuel, s'apprête encore à augmenter de 6,5 centimes les taxes sur le diesel et de 3 centimes sur le litre d'essence? Vous justifiez ces hausses par des raisons écologiques, mais c'est faux et les Français le savent très bien. À peine 20% de ces taxes servent à financer des mesures concrètes pour la transition écologique tout de suite, maintenant. Leur seul but est de remplir les caisses d'un État qui, depuis 1 an et demi, a été incapable de réduire ses dépenses. Nous sommes prêts à initier de manière positive des mesures nécessaires à la transition écologique, mais le préalable est de suspendre toute nouvelle hausse de taxes, car elles ne permettent tout simplement plus à nos compatriotes de s'en sortir. Merci, Alors, Monsieur le Premier ministre, Monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire.
Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés et Madame la députée. Tout d'abord, je voudrais, au nom du gouvernement, m'associer à ce que vous avez dit, Monsieur le Président, par rapport aux attaques inadmissibles dont ont été victimes de nombreux députés. Je pense notamment à Olivier Gaillard, à Anne-Laure Cattelot, à Mireille Robert sur son exploitation agricole et viticole, Christophe Lejeune, Carole Bureau-Bonnard, Patrice Anato. Je ne peux pas tous les citer, mais je crois que nous nous honorons toutes et tous à défendre la démocratie et les élus de la République en tout lieu, en tout moment et sur tout sujet. De même que, bien sûr, nous devons distinguer dans un mouvement de protestation à la fois des actions violentes qui doivent être condamnées politiquement, et ce serait bien qu'elles soient condamnées politiquement unanimement, mais également condamnées de façon judiciaire, et ce sera le cas. Mais aussi, il faut distinguer ce qui relève d'un mouvement de protestation de citoyens qui veulent se faire entendre, et nous les entendons. Et Madame la députée, la préoccupation d'une écologie et d'une transition écologique et solidaire, c'est notre préoccupation depuis le premier jour. Bien sûr, c'est difficile. C'est difficile pour beaucoup de Français. Certains participent déjà, s'engagent dans cette transformation écologique, ont déjà changé leurs habitudes de déplacement. Ce n'est pas toujours d'ailleurs coûteux. Ce sont parfois des solutions, au contraire, qui permettent de faire des économies. Mais pour d'autres, c'est plus difficile. Et c'est pourquoi, d'une part, je recevrai dès ce soir une délégation de ce mouvement, des Gilets jaunes, et d'autre part, nous allons créer les conditions de trouver de nouvelles solutions d'accompagnement avec les citoyens qui veulent faire des propositions concrètes d'accompagnement social et solidaire de la transition écologique. Merci, Monsieur le ministre d'État. La parole est à Madame Mireille Robert. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au Premier ministre. Je ne prends pas aujourd'hui la parole pour vous raconter l'intrusion violente de groupes d'individus masqués et vêtus d'un gilet jaune dans ma famille et moi-même, où nous avons subi dans notre domicile privé. Pas de revendication, juste de l'intimidation pour le moins inquiétante. Dans notre République, vous en conviendrez, c'est intolérable et pour le moins inquiétant. Heureusement, j'ai reçu un soutien massif de beaucoup de mes collègues, députés, d'élus, de citoyennes et citoyens choqués, mais aussi de gilets jaunes eux-mêmes qui n'approuvaient pas cette action et ne s'y sont pas reconnus. Et je les remercie toutes et tous. Pour autant, je comprends l'appel de détresse des gilets jaunes, moi qui suis issue d'un département très pauvre, que rien n'a épargné, ni la désindustrialisation, ni la grêle, ni les attentats, ni les inondations. Ce gilet jaune qui fleurit sur les ronds-points n'est pas choisi au hasard. Il est l'appel au secours de ceux qui se sentent oubliés, abandonnés, laissés sur le bord du chemin. Si je comprends et respecte la volonté des citoyens découragés à manifester, si c'est un droit que leur garantit la Constitution, je m'interroge cependant sur les dérives violentes auxquelles nous assistons depuis une dizaine de jours. Des appels nominatifs à la haine, aux exactions sont proférés impunément sur les réseaux sociaux, parfois relayés dans la presse et la télévision. Je fais, comme de nombreux élus, quotidiennement l'objet de torrents d'injures et de menaces. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'écouter cette colère qui gronde, nous devons y répondre. Nous avons commencé à voter des mesures qui vont dans le sens d'un meilleur pouvoir d'achat. Il nous faut aller plus loin. C'est le sens des annonces du président de la République ce matin. Et nous, députés, nous prendrons toute notre part à ce Tour de France qu'il appelle de ses vœux. Au-delà du droit légitime à manifester, comment rappeler à la loi ce qui appelle à la violence en se cachant derrière des réseaux sociaux ou en se répondant dans les médias? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, ce matin, le Président de la République a réuni à l'Élysée les membres
du Conseil national de la transition écologique, responsables d'associations, élus, responsables des collectivités territoriales, ONG, l'ensemble des acteurs qui, par leur engagement, participent au débat public et à la réalisation des objectifs qui ont été fixés par la France en matière de transition écologique. À l'occasion de cette réunion, il a rappelé combien le cap qui avait été fixé était un cap indispensable si nous voulions que la France soit à la hauteur des enjeux, si nous voulions que la France se prépare à cette transition écologique qui n'est pas un fantasme, qui est une réalité, qui a déjà commencé, qui nous impose de nous adapter sous peine de disparaître. Le président a réitéré avec force qu'il tiendrait ce cap. Et il a également indiqué que si nous voulions être efficaces, nous devions engager une réflexion, une transformation, un débat avec l'ensemble des Français, évidemment avec les corps intermédiaires, qu'il ne s'agit pas de court-circuiter, mais avec l'ensemble des Français, car on ne peut pas non plus se limiter à ce débat avec les corps intermédiaires, pour travailler à la meilleure façon d'accompagner les Français dans cette transition, à la définition des bons instruments qui permettent effectivement, pas simplement dans les discours, pas simplement dans les masses financières qui sont mobilisées, mais dans les faits, d'accompagner les Français pour rénover leur habitat, pour transformer leur façon de consommer, pour faire en sorte qu'ils soient libérés de la dépendance au pétrole et acteurs de cette transition écologique. Il l'a fait parce que nous ne pouvons pas dévier de cette voie. Et il l'a fait parce que cette voie ne pourra être couronnée de succès que si les Français s'en saisissent et que si les Français sont effectivement accompagnés. À l'occasion de cette intervention, le président de la République a tracé le chemin qui sera emprunté par la France s'agissant de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il a rappelé les dispositions qui ont été présentées hier par Madame la ministre des Transports sur la loi d'orientation sur les mobilités. Mais il a surtout invité l'ensemble des acteurs du débat public français et les citoyens à imaginer de nouvelles méthodes, pas simplement pour concerter, pas simplement pour débattre, pour imaginer les instruments que nous mettrons en œuvre demain. Il l'a fait parce qu'il a entendu ce mouvement de colère que vous avez évoqué, ce mouvement d'émotion, de contestation, de colère, de déclassement, cette angoisse, et qui n'est pas feinte, et qui n'est pas illégitime, sur l'avenir. La nécessité que nous avons à réparer tant de choses qui, depuis peut-être trop longtemps, ne fonctionnent pas comme elles le devraient. Ce que je note, Madame la députée, c'est que le président de la République affirme, à juste titre, que nous devons associer les Français à cette réflexion. Mais il dit, Madame la députée, et il le dit clairement, que la violence, l'intimidation n'ont pas leur place dans le débat public. Et critiquer et condamner la violence et l'intimidation, ça n'est pas critiquer et condamner ceux qui expriment leur colère. La République française, la démocratie, permet, et c'est son honneur, à nos concitoyens d'exprimer leur désaccord, de manifester. Et nous les entendons, et nous prenons en compte cette expression. Mais elle ne permet pas de venir menacer chez eux des parlementaires. Elle ne permet pas de faire entrer la violence dans le débat public. Elle ne permet pas d'excuser ce dont vous, Madame la députée, avez été victime. Et je voudrais dire à la représentation nationale qu'alors que ceux qui ont commis cet acte ont commis un acte qui relève à l'évidence d'une infraction pénale, je voudrais dire quelle a été votre réaction. Car le lendemain, au téléphone, vous m'assuriez à la fois de votre souci de continuer à écouter et à entendre, y compris ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, mais vous me disiez aussi que rien ne vous ferait vous éloigner du chemin que vous avez choisi dans cette majorité pour atteindre les objectifs qui ont été fixés par le président de la République. Merci, Monsieur le Premier ministre. Mes chers collègues, je suis heureux de souhaiter en votre nom à tous la bienvenue à une délégation du groupe d'amitié Liban-France de la Chambre des députés de la République libanaise, conduite par son président, M. Simon Abiramia. Bienvenue.
La parole est à Madame Christine Pires-Beaune. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, partout les citoyens crient leur colère et leur désespoir. Ils comptaient sur les annonces du Président de la République. Hélas, rien de concret face à l'urgence de leur situation. La transition écologique n'est plus une option. Et pourtant, vous la mettez en danger en oubliant que pour être accepté par tous, il faut un accompagnement social digne de ce nom, comme le disait Nicolas Hulot. Sur beaucoup de nos territoires, pour certaines professions, les artisans, les travailleurs à domicile, les ruraux, les salariés rejetés aux marges des villes en raison du coût du logement, il n'y a aujourd'hui pas d'alternative à la voiture. La hausse des taxes sur le gasoil, mais aussi sur l'essence, la hausse du gaz, du fioul, comme vous le proposez dès janvier 2019, est tout simplement insupportable financièrement pour cette population. Dès l'automne 2017, notre groupe vous a alerté sur la hausse de la fiscalité écologique, a proposé de nombreuses mesures en faveur du pouvoir d'achat. Vous les avez rejetées. Octobre 2018, dans notre budget alternatif, nous proposions un moratoire d'1 an sur la hausse des carburants, traduit en amendement. Vous les avez rejetés. Nous avons proposé un volet déplacement au chèque énergie balayé. Le 14 novembre, lors d'une précédente QAG, on vous a proposé une TICPE flottante, toujours rejetée. Et aujourd'hui, le Président de la République annonce une concertation sur le pouvoir d'achat qui devra aboutir dans 3 mois. Pour supprimer l'ISF, instaurer la flat tax pour 300 000 ménages les plus aisés, vous n'avez pas attendu dès votre arrivée au pouvoir. Hier encore, votre majorité a assoupli l'exit tax pour toujours les mêmes fortunés. C'est d'abord ces injustices fiscales qui mettent les Français dans la rue. Le Président de la République a terminé son intervention en souhaitant transformer les colères en solutions. Notre groupe vous en propose depuis plus de 18 mois car il est indispensable de concilier transition énergétique et enjeu social. Monsieur le Premier ministre, que répondez-vous à ce mouvement, expression de la fracture territoriale, de la fracture sociale et culturelle dans notre pays? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Pires-Beaune. J'avais cru comprendre qu'hier, c'est il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans, quand vous étiez déjà député, vous étiez pour la transition écologique, pour l'action pour le climat, l'action contre le dérèglement climatique. J'espère pour ma part que vous êtes toujours pour et j'en fais le pari. Et donc je vous invite à ce que nous travaillions ensemble au-delà des postures faciles. Parce que Madame la députée, si nous voulons obtenir des résultats pour les Français contre le dérèglement climatique, si nous voulons éviter les drames dont Mireille Robert a parlé tout à l'heure, dans l'Aude ou dans d'autres départements français qui sont d'ores et déjà touchés par les conséquences du dérèglement climatique, nous devons agir avec constance. Donc c'est pour cette raison, Madame la députée, nous ne cherchons pas à fuir les débats, que nous continuons le mouvement qui a déjà été engagé depuis de nombreuses années sur la fiscalité écologique. Et il faut faire preuve de la même constance dans l'accompagnement social et solidaire des mesures. Et c'est pourquoi, avec le Président de la République, le Premier ministre et moi-même allons rencontrer l'ensemble des acteurs syndicaux, associatifs, qui sont prêts à travailler sur tous les territoires, pas dans une grande conférence sociale ou environnementale nationale, mais avec des débats territoriaux, pour faire connaître les mesures, car beaucoup de Français, encore aujourd'hui, ne connaissent pas les mesures d'accompagnement, pour que les expressions, y compris de mécontentement ou de colère, puissent remonter. Et enfin, pour faire émerger de nouvelles solutions. Et s'il y a des nouvelles solutions concrètes, pragmatiques, pour accompagner cette transformation, alors j'espère que nous pourrons les voter ensemble, ici, dans cette Assemblée nationale. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur François-Michel Lambert. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la France traverse une crise sociale, environnementale, économique. C'est une crise de destin commun, de perte de repères et de confiance dans les représentants du peuple que nous sommes. Nous avons écouté le Président de la République et nous partageons son constat sur la nécessité d'accélérer sur la transition écologique. Oui, 1000 fois oui, il y a une nécessité de changer de modèle. Oui, par exemple, d'accélérer sur les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique,
faire en sorte que cette transition ne se fasse pas au détriment de nos concitoyens. Nous voulons une écologie partagée par tous. Nous avons également entendu le constat d'échec formulé par le Président, échec symbolisé par le mouvement des Gilets jaunes. Et nous sommes nombreux dans cet hémicycle à avoir tiré la sonnette d'alarme. Mais nous n'avons pas été entendus, et les Français non plus. Il eût fallu des réponses plus précises, et en particulier décréter ce moratoire sur l'augmentation des taxes écologiques, ce que nous avons proposé depuis plusieurs semaines. En même temps, annoncer que le produit intégral des taxes écologiques, 15 milliards d'euros, soit versé pour aider nos concitoyens à produire et consommer différemment. Enfin, vous avez décidé de changer de méthode, et c'est une bonne chose. On ne peut gouverner notre pays sans décider avec lui, en court-circuitant les corps intermédiaires, dans une démarche verticale, technocratique. Vous avez annoncé un grand débat, c'est un premier pas. Nous souhaitons de nouveau qu'un Grenelle des territoires soit mis en place et nous nous associons aux présidents de régions de France et leurs propositions. Monsieur le ministre, le constat, nous le partageons, l'ambition, nous la portons tout autant que vous. La méthode, elle ne nous convient pas, elle ne convient pas aux Français. Accepteriez-vous enfin, Monsieur le Premier ministre, un moratoire sur l'augmentation des taxes écologiques, d'utiliser les 15 milliards de fiscalité écologique pour la conversion écologique, de reprendre notre initiative appelant à un Grenelle des territoires. Ainsi, Monsieur le Premier ministre, nous redonnerons aux Français confiance en un avenir commun. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lambert, je vous connais depuis longtemps et je croyais connaître votre engagement pour l'écologie, pour le climat depuis de nombreuses années. Et j'avoue que je suis un peu surpris par votre raisonnement, puisque dans la même question, vous réussissez ce tour de force de demander à la fois d'arrêter les taxes sur les carburants ou sur le carbone et de dégager 15 milliards issus de ces taxes pour des dépenses nouvelles en faveur de la transition écologique. Donc là, vous me permettrez, monsieur le député, cher François-Michel Lambert, de vous appeler à un peu plus de cohérence et dans le temps et dans l'action, parce qu'on ne peut pas et demander davantage de moyens et demander moins de recettes. Il faut être clair et cohérent vis-à-vis de nos compatriotes. Et puis, sur la méthode. Oui, nous pensons que le sujet doit sans cesse être retravaillé. Je l'ai dit à Madame Bonnivard tout à l'heure, il y a des Français, et vous en connaissez sans doute vous-même, toutes et tous ici nous en connaissons, qui sont engagés depuis longtemps, avec force, qui ont déjà changé de voiture, qui ont déjà changé de chaudière, qui ont déjà isolé leur logement. Et puis il y en a d'autres pour qui c'est difficile, pour qui ça coûte cher, trop cher, trop cher. Et derrière cette question, c'est la question plus large de l'accompagnement social, de la solidarité dans cette transition écologique, de la solidarité territoriale. Certains territoires ruraux pourront bénéficier du développement des énergies renouvelables. D'autres, à d'autres endroits, pourront bénéficier de d'autres dispositifs. C'est pourquoi nous proposons ces débats sur tous les territoires, avec tous les acteurs, avec tous ceux qui voudront, y compris des représentants des Gilets jaunes, pour travailler ensemble à des solutions supplémentaires d'accompagnement social et solidaire. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur le Président Jean-Christophe Lagarde. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Il y a 15 jours, je vous interrogeais pour savoir pourquoi les taxes dites écologiques n'étaient pas utilisées pour la transition énergétique. Je veux rappeler ici qu'entre 2017 et 2019, 7,2 milliards ont été prélevés dans les poches des Français, 1,2 milliard consacré à la transition, reste 6 milliards qu'on pourrait utiliser à une vraie trajectoire énergétique. La semaine dernière, notre collègue Thierry Benoît vous demandait, à côté de l'indispensable trajectoire écologique et de transition énergétique, quelle était la trajectoire sociale et économique du gouvernement. Depuis plusieurs jours, vous êtes invités par nous-mêmes et par d'autres à saisir les mains qui sont tendues pour sortir du blocage. Celle de Laurent Berger qui vous proposait il y a peu que nous puissions avoir une grande conférence réunissant les syndicats de patrons, les syndicats de salariés, les élus locaux pour définir une véritable stratégie nationale de transition énergétique qui soit supportable par nos concitoyens, qui soit socialement acceptable. Personne n'a remis en cause la nécessité
de la transition énergétique, même parmi les manifestants, mais cette main n'a pas été saisie. Aujourd'hui, nous vivons des tensions, nous vivons des blocages, nous vivons des colères, et même un blocage économique qui menace des emplois. Pourtant, pendant sa campagne électorale, Emmanuel Macron disait qu'il voulait à la fois la taxe carbone pour engager une transition énergétique et en même temps, c'était le moment, en même temps, une trajectoire sociale permettant de baisser la facture énergétique. Monsieur le Premier ministre, tous les Français et nombre d'entre nous ont simplement l'impression que vous avez oublié le « en même temps ». On a bien vu l'augmentation de la facture énergétique et des taxations. On n'a pas vu l'accompagnement social qui correspondait. Je donnais les chiffres tout à l'heure. Et nous souhaitons, nous, que le pays puisse sortir du blocage. Nous souhaitons donc, Monsieur le Premier ministre, que vous saisissiez ces mains tendues, qu'on définisse la stratégie de transition énergétique qui permette que vous rendiez aux Français qui rouleraient plus propre, qui produiraient plus propre, qui habiteraient plus propre, de se chauffer écologiquement et moins cher. Bref, vous avez de l'argent pour le faire. Mettons-nous autour de la table et définissons cette trajectoire nécessaire à notre pays. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Lagarde, le cap qui a été défini par le Président de la République repose sur l'idée qui a été annoncée que nous voulions faire en sorte de baisser la fiscalité qui pesait sur le travail et de substituer cette fiscalité à cette fiscalité qui pesait sur le travail, une fiscalité qui pesait soit sur l'ensemble des revenus, soit une fiscalité qui reposait sur la pollution. C'est une ligne qui est parfaitement cohérente et que nous avons mis en œuvre, aussi bien dans sa composante trajectoire carbone sur laquelle le Président de la République et la majorité s'étaient engagés, que sur sa composante diminution des prélèvements qui reposent sur le travail. C'est la baisse des cotisations salariales, c'est l'ensemble des mesures qui ont été prises qui permettent aux actifs, vous le savez, de voir leur rémunération augmenter. Ça a été très net à partir du mois d'octobre, ça a commencé au mois de janvier 2018, mais c'est très net à partir du mois d'octobre. C'est ça la ligne de cohérence qui a été présentée par le Président de la République et qui est mise en œuvre par cette majorité. Nous voulons effectivement faire en sorte que la France soit à la hauteur des enjeux de la transition écologique. Et ils sont considérables, ces enjeux. Ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'un certain nombre de gens s'engagent dessus. Reconnaissez avec moi, Monsieur le Président, qu'il y a un décalage depuis longtemps entre l'intensité des propos qu'on met et qu'on porte parfois sur la transition écologique et l'intensité des mesures qu'on prend. Je me souviens, par exemple, d'engagements qui avaient été pris tenant, par exemple, et c'est un exemple, tenant par exemple à la fermeture de tel ou tel réacteur nucléaire. Prenons Fessenheim, par exemple. Aucun ministre ne se déplace sur place alors que la fermeture est annoncée. Aucun acte juridique n'est pris, ou plus exactement les actes juridiques qui sont pris par le gouvernement sont annulés sur ce sujet. Je parle du quinquennat précédent, Monsieur le Président Lagarde. Nous avons dit, le Président de la République a rappelé ce matin que conformément aux engagements qu'il avait pris, les mesures seraient tenues. Nous fermerons les 2 réacteurs de Fessenheim, c'est vrai, au premier semestre 2020. C'est clair, c'est net. Nous avons affiché une trajectoire s'agissant du développement du biogaz, s'agissant de la rénovation des bâtiments, s'agissant du développement des énergies renouvelables, s'agissant de la façon dont nous tiendrions l'objectif de 50% de nucléaire à l'horizon 2035. Nous les avons affichés clairement. Ils sont documentés par des ressources qui seront affectées à cette transition écologique. Les montants qui seront affectés, par exemple, au développement des énergies renouvelables, Monsieur Lagarde, vous le savez parfaitement, vont considérablement augmenter. Ils étaient de 5 milliards cette année, ils seront de 8 milliards. Et si on regarde l'ensemble de pardon de donner des chiffres parce que les échelles de grandeur sont considérables, si on regarde l'ensemble de la période programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est 71 milliards d'euros, Monsieur Lagarde, 71 milliards d'euros qui seront affectés au développement des énergies renouvelables. Et pas simplement à l'éolien bien sûr, mais aussi au biogaz, dans les exploitations agricoles, pour compléter le revenu des agriculteurs. Donc, Monsieur le Président, c'est un défi considérable. Tout le monde sait qu'il est redoutable, à la fois collectivement et individuellement. Nous le savons, les Français nous le disent. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce que nous voulons, c'est faire en sorte que personne ne soit laissé seul face à cette transition écologique, que nous puissions l'accompagner. Et l'engagement qui a été pris par le Président de la République, l'engagement que j'ai moi-même réitéré aux acteurs qui sont représentés dans le CNTE, c'est d'écouter chacun afin de définir ensemble les modalités de construction du bon accompagnement. Comment faire en sorte que les mesures soient adaptées aux besoins de chaque citoyen. Nous le ferons avec les corps intermédiaires, avec les élus locaux, avec les syndicats,
avec les ONG, avec les associations de consommateurs, avec l'ensemble de ceux qui savent, Monsieur le Président Lagarde, avec l'ensemble de ceux qui prennent le sujet au sérieux et qui savent qu'on ne peut construire qu'ensemble ces mesures. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Anthony Sellier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le ministre d'État, ce matin, le Président de la République a dévoilé les premières orientations de la programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE, feuille de route de la transition énergétique de notre pays. L'objectif principal est clair, baisser la part des énergies fossiles dans notre quotidien, nos déplacements, notre habitat, tout comme dans l'industrie. D'ailleurs, je me permets de souligner que fermer les 4 dernières centrales à charbon est un engagement courageux et loin d'être anecdotique. Le cap est ambitieux pour les énergies renouvelables, multiplier par 3 la production d'éolien terrestre, multiplier par 5 la production solaire à l'horizon 2030. L'approche est pragmatique et responsable. 14 réacteurs nucléaires fermés à l'horizon 2035, dont les 2 réacteurs de Fessenheim. Cette PPE répond aux enjeux liés à l'énergie, souveraineté et indépendance, santé, factures maîtrisées et bien évidemment climat. Cette transition peut être difficile pour les Français parce qu'elle touche leur habitat comme leur déplacement. Mais nous refusons qu'elle accentue les inégalités, que ce soit entre les citoyens ou entre les territoires. Il est donc indispensable d'apporter des solutions concrètes et différenciées pour tous. Mais il est aussi indispensable, chers collègues, que chaque responsable politique, dans cet hémicycle et ailleurs, soit à la hauteur de cette responsabilité. Mes chers collègues, ne pas changer d'avis, ne pas changer la vérité, ne pas changer de cap. Monsieur le ministre d'État, nous devons inventer tous ensemble une nouvelle façon de faire et de faire mieux. Pouvez-vous revenir sur les mesures annoncées ce matin pour une transition qui ne doit laisser personne de côté et nous faire part des prochaines échéances? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Sellier. En effet, ce matin a été présenté par le Président de la République les grandes orientations de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Derrière ce titre, c'est l'outil que dont la France s'est dotée pour relever le défi de l'énergie et du climat. Car c'est un défi. Baisser les consommations d'énergie fossile de 40% d'ici 2030, ce qui est notre objectif précis, il était de moins 30% auparavant, c'est un défi colossal à relever et que nous ne pourrons relever que tous ensemble. Élus nationaux, élus locaux, entreprises, citoyens, acteurs à tout niveau, nous devrons d'ailleurs toutes et tous, et les Français, j'en suis convaincu, sont prêts à être des acteurs de cette transformation extrêmement profonde. La stratégie pour la France dans le domaine de l'énergie pour les 10 ans qui viennent que nous avons présentée ce matin, elle est précise, contrairement à ce qui avait été fait auparavant où on était flou et où on renvoyait à plus tard les choix difficiles dont vous avez parlé, les choix clairs et nets sur les moyens de production d'électricité. Notre premier objectif, c'est de développer les économies d'énergie. Développer les économies d'énergie, c'est bien sûr bon pour le climat, c'est surtout bon pour l'économie française qui dépend aujourd'hui des importations de pétrole, de gaz et de charbon de l'étranger. Et c'est bon pour les Français parce que la maîtrise des factures, c'est demain un coût maîtrisé par rapport à l'énergie. Et le deuxième pilier, c'est le développement des énergies renouvelables pour permettre à la France de profiter de ces technologies, de cette industrie et de cette production sur tout notre territoire. L'éolien en mer, le biogaz, la production de gaz renouvelable ou le solaire photovoltaïque, ce sont demain des productions d'énergie sur tout notre territoire au bénéfice de tous les Français. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur David Lorion. Monsieur le Président,
Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre des Outre-mer, si la situation sociale et économique à l'île de la Réunion n'était pas aussi grave, je serais tenté de vous remercier. Parce que jamais un gouvernement n'a aussi fait rapidement l'unanimité contre lui. La Fédération des entreprises et départements d'outre-mer a publié hier un communiqué dans lequel il titre « Le gouvernement a trahi ». Et j'ajoute, le gouvernement a trahi non pas seulement les entreprises, mais le gouvernement a trahi les outre-mer comme elle a trahi la France. Madame la ministre, 7 députés sont venus ici pendant plusieurs semaines pour vous dire que votre budget n'était pas bon et ne correspondait pas aux enjeux pour l'outre-mer. Vous l'avez quand même voté. Vous allez défendre dans quelques heures votre livre bleu pour l'outre-mer. Je vous le dis tout de suite, il ne correspond pas aux attentes de la marée jaune que vous allez rencontrer. Madame la ministre, hier, mon collègue Jean-Hugues Ratonneau a poussé un cri du cœur. Je vous pousse ici un cri de la raison. Ça fait trop longtemps que maintenant les manifestants sont dans la rue. Face à eux, il y a une Réunion bloquée, asphyxiée, ici meurtrie. Ça a assez duré. Il y a des agriculteurs qui ne peuvent plus livrer, leurs troupeaux meurent. Il y a des commerçants et des artisans qui n'arrivent plus à payer leurs employés et les taxes que vous avez augmentées. Il y a des familles qui voient leurs enfants face aux forces de l'ordre pendant 10 jours et il faut leur rendre hommage. Madame la ministre, mon propos n'entend pas vous accabler de tous les maux de l'outre-mer. On a tous une partie de notre responsabilité. Mais vous êtes aujourd'hui en responsabilité. Vous avez aujourd'hui à prendre des mesures conséquentes, la réforme de l'octroi de mer, des grandes réformes fiscales. Vous avez aujourd'hui à prendre des mesures qui relèvent évidemment notre France d'outre-mer. Vous êtes en responsabilité. C'est une France de la diversité, c'est une France de la responsabilité. Ma question est simple. Je ne vous demande pas ce que vous allez annoncer dans quelques jours aux Réunionnais. Je vous demande tout simplement ici, quel est votre projet pour l'outre-mer, pour ce gouvernement? Merci, cher collègue. La parole est à Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, oui, La Réunion, depuis un certain nombre de jours, comme en métropole, connaît des manifestations importantes et vous avez raison, jusqu'à 3000 personnes ont manifesté leur mécontentement. C'est un malaise profond et vous le savez. Et je vous reconnais aussi l'honnêteté de dire que c'est un héritage que nous prenons aujourd'hui. Mais on l'assumera totalement. On l'assumera totalement parce que nous sommes au rendez-vous de la transformation des territoires d'outre-mer, ce que personne n'a jamais osé. Vous parlez tout à l'heure de l'accompagnement des entreprises. Eh bien, si je ne suis pas là à La Réunion en ce moment, c'est juste parce que tout à l'heure, je présenterai un amendement du gouvernement qui annonce 130 millions de plus que ce qui était prévu pour les entreprises en exonération d'emploi. Pourquoi? Pour répondre à tous ces jeunes qui manifestent, pour répondre à cette jeunesse de moins de 25 ans qui n'est pas formée sur le territoire et qui veut un emploi. Un emploi qui sera permis parce que nous serons à zéro charge en exonération, enfin zéro charge pour les entreprises. Et ça devrait créer, rien que pour La Réunion, parce que je vais vous donner le montant qui sera voté dans quelques minutes, 41 millions de plus. 41 millions de plus, eh bien si on fait un compteur à l'emploi, et je vais créer ce compteur à l'emploi, parce que ce n'est pas ce premier gouvernement qui fait des exonérations, mais on n'est pas toujours au rendez-vous de l'emploi. Et il y aura un compteur à l'emploi et il faut 2000 emplois supplémentaires minimum sur La Réunion. Ma collègue Muriel Pénicaud était il y a quelques jours à La Réunion. Elle a confirmé un certain nombre de mesures, notamment les 11 000 emplois sur le territoire qui aujourd'hui sont accompagnés. Elle a aussi annoncé un grand plan de formation. Vous le savez, c'est 700 millions d'euros pour les territoires d'outre-mer, dont une grande partie pour La Réunion, compte tenu du nombre d'habitants. Eh bien, l'effort sera encore supérieur et je l'annoncerai. Vous me demandez quel est le projet que j'ai pour les Outre-mer. Eh bien, le projet des Réunionnaises et des Réunionnais. Je n'invente pas le projet pour l'Outre-mer. J'ai consulté pendant des mois, 18 mois exactement, dans le cadre des Assises des Outre-mer. Le livre bleu qui vous fait peut-être sourire est la meilleure des réponses qu'on n'a jamais apportées. Maintenant, il nous faut le temps de le mettre en œuvre. Madame la ministre, la parole est à Monsieur Bruno Bonnell. Ma question s'adresse à Madame Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Madame la ministre, à l'heure d'une nouvelle révolution industrielle où le numérique et la robotique redonnent des élans de compétitivité et où la prise de conscience écologique force à produire différemment, l'État veut accompagner les territoires français dans la reconquête industrielle, qui est un gage de la puissance et de la souveraineté de la France. C'est le sens de la mission Territoire d'industrie qui m'a été confiée par le Premier ministre. Son objet était d'identifier une centaine de territoires à fort caractère industriel
pour soutenir leur développement en mobilisant tous les moyens de l'État. Elle a rassemblé des compétences diverses. La maire de Port-Jérôme-sur-Seine, Virginie Carollo, la présidente de Coriolis Composite, Clémentine Gallet, le vice-président du conseil régional du Centre-Loire, Harold Duvart, et un associé de chez EY, Olivier Luancy, mais surtout de multiples corps intermédiaires. Ensemble, au cours de visites dans toute la France, et notamment à Aurillac, Redon, Flers, Montargis, Saint-Quentin, Nevers, Rousset, nous avons révélé des points concrets qui bloquent la croissance et l'emploi industriel. Couverture numérique, recrutement, formation, situation du conjoint, démarches administratives. Nous avons surtout constaté un désamour de l'industrie caricaturée et la nécessité de revaloriser ces métiers. Si vous me permettez ce raccourci, l'industrie, c'est sexy, elle embauche et il faut le faire savoir. Le Premier ministre a annoncé au CNI une liste de 124 territoires et fléché des moyens, plus de 1,3 milliard d'euros, de manière prioritaire sur ceux-ci. Madame la ministre, maintenant que les territoires sont identifiés et que le gouvernement a annoncé ses engagements, quelles sont les prochaines étapes pour les territoires de l'industrie? Merci, cher collègue. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État à l'économie et aux finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bonnel, je vous remercie pour votre engagement sur la mission Territoire d'industrie qui nous a été très précieux. Comme l'a rappelé votre mission, l'industrie française a des atouts clés et nous devons en être fiers. Elle est à l'origine de 2/3 de nos exportations. Elle génère 3 à 4 emplois indirects pour un emploi créé. Elle attire des investisseurs étrangers. Contrairement aux idées reçues, 70% des industries s'inscrivent dans nos territoires. Et c'est tout le sens de la démarche Territoire d'industrie que de faire en sorte d'accompagner le développement de ces entreprises qui ne bénéficient pas naturellement des infrastructures des grandes villes. Cette démarche s'inscrit dans la stratégie industrielle du gouvernement qui repose sur 4 piliers. L'amélioration de notre compétitivité coût, ça c'est fait. L'innovation, ça c'est fait. La formation, ça c'est fait. Et donc une approche territoriale. De quoi s'agit-il? De mettre à disposition des régions et des EPCI une boîte à outils qui leur permettent d'accompagner leur entreprise industrielle, que ce soit en termes de recrutement, en termes d'ingénierie, de portage des murs, d'écologie ou de très haut débit, pour ne citer que ces politiques. Comment cela va-t-il fonctionner? Je crois qu'il faut retenir 3 éléments centraux. Cette démarche, elle est contractuelle. Comme l'a rappelé le Premier ministre, la liste des 124 territoires d'industrie, elle n'est pas figée ni fermée. Elle a été établie en concertation avec les régions, mais au fond, ce qui compte, c'est le pragmatisme et l'efficacité. C'est à l'État de s'adapter au territoire, pas l'inverse. Ce sont, deuxième élément, les régions qui pilotent au titre de leur mission de développement économique. Elles le font en s'appuyant sur un tandem entreprise-EPCI, car il est très important que les entreprises soient les locomotives de ce dispositif. L'État, dans ce cadre, joue un rôle d'appui et de facilitateur. Enfin, l'État met à disposition des moyens financiers avec 1,3 milliard d'euros fléchés. Donc je remercie l'implication de tous les députés dans cette mission industrielle, Damien Abdan pour le CNI, Bruno Bonnel et Anne-Laure Catelot pour la mission territoire, pour la mission industrie du futur. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Gisèle Biémouret. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre du Travail. Aujourd'hui, 140 000 personnes en situation de handicap dont la capacité de travail est inférieure ou égale à 1/3 de celle d'une personne valide ont accès à un travail au moyen de l'accompagnement proposé par les établissements et services d'aide par le travail. Ces personnes ont des compétences et sont fières de pouvoir travailler dans des secteurs très variés en lien avec les entreprises et les collectivités. Afin de favoriser l'emploi direct, la réforme de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, introduite par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, prévoit que les contrats passés par les entreprises ou collectivités aux établissements d'aide par le travail ne pourront désormais plus être comptabilisés au titre de l'emploi pour remplir leurs obligations. Ces nouvelles modalités concernent également les entreprises adaptées et les travailleurs indépendants en situation de handicap, soit plus de 100 000 personnes. Si l'objectif de faire travailler plus de personnes en situation de handicap dans le monde ordinaire
dit ordinaire est partagé par tous. On peut cependant constater que cette réforme entraîne d'ores et déjà un effet inquiétant sur l'activité de toutes ces structures, en ralentissant l'engagement économique des donneurs d'ordre sans pour autant dynamiser les recrutements. Elle fragilise ainsi le travail de près de 250 000 personnes en situation de handicap, alors même que notre pays compte déjà plus de 510 000 demandeurs d'emploi en situation de handicap. Au lendemain de la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, pourriez-vous nous indiquer, Madame la Ministre, les mesures que vous comptez prendre pour que l'OETH continue d'assurer pour les travailleurs handicapés employés en ESAT, en entreprise adaptée ou en TIH la sécurité de leur accès au travail aujourd'hui et dans les années à venir? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Gisèle Bémouré. J'étais il y a quelques jours dans le Gers, je voyais justement une entreprise d'insertion qui est en train de créer une entreprise adaptée. Et tous ces sujets sont évidemment au cœur de ce qu'avec Sophie Cluzel, nous portons ensemble dans notre vision de l'entreprise inclusive que soutient tout le gouvernement. Vous l'avez rappelé, les chiffres sont cruels. Il y a 500 000 travailleurs handicapés parmi ceux qui sont demandeurs d'emploi et il n'y a que 3,2% de salariés en situation de handicap dans les entreprises, 35 ans après la loi qui définissait 6%. Donc c'est un demi-échec collectif et nous voulons aller plus loin. C'est pour ça que dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, nous avons d'une part créé des référents handicap dans toutes les entreprises de plus de 250 salariés et dans tous les CFA, parce que nous savons très bien que c'est le contact entre les entreprises, les jeunes et les structures adaptées qui va faire la différence. Et puis, en ce qui concerne l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, nous avons pris 2 mesures importantes. La première, c'est de passer du calcul de l'établissement à l'entreprise. Ce sont plus de 100 000 postes qui vont s'ouvrir dans les entreprises rien par cette modification de l'EETH. Et la deuxième, c'est le changement du système de recours à la sous-traitance. Nous avons remplacé le nombre de personnes embauchées dans les entreprises adaptées et les ESAT par le fait de prendre en compte les dépenses, c'est-à-dire le coût de sous-traitance. Ça sera neutre pour les entreprises, mais ça aura un avantage, ça sera neutre pour les entreprises adaptées et pour les ESAT, mais ça aura un gros avantage, ça responsabilisera les entreprises, car elles auront le chiffre réel des personnes qu'elles embauchent réellement dans l'inclusion. Et je pense que dans la responsabilisation des partenaires sociaux et de l'entreprise, c'est une formule qui est mieux, car on saura exactement si l'obligation est remplie, mais aussi si on embauche directement des personnes en situation de handicap. Je vous invite tous donc à soutenir cette réforme. C'est un sujet qui rassemble tous les bancs et nous pouvons vraiment faire progresser la situation d'emploi des travailleurs en situation de handicap. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Raphaël Gérard. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Marlène Schiappa. Madame la Ministre, comme en témoignent les portraits ensanglantés et les corps couverts de bleu qui envahissent les réseaux sociaux chaque semaine, l'homophobie et la transphobie continuent de gangréner notre société en 2018. Ces visages tuméfiés sont le visage d'une haine ordinaire qui ne supporte pas que nos concitoyens, trans ou homosexuels, puissent avoir le droit de citer dans l'espace public et y être visibles. Se tenir la main, s'embrasser, vivre son identité de genre au grand jour reste, hélas, hors de portée du quotidien de beaucoup, sous peine de s'exposer à un déferlement de violence. Le placard ou la mort. Tel est le dilemme de nos compatriotes vivant dans certains territoires de la République où le prix du tabou étouffe la parole des victimes. C'est le cas en Outre-mer, comme nous avons pu le mettre en évidence avec Laurence Vanceunebrock-Mialon et Gabriel Serville, dans un rapport publié par la délégation aux Outre-mer en juin dernier, le premier sur ce thème. C'est le cas aussi en banlieue, comme le rappelle si cruellement l'agression de l'IS Alouane il y a quelques jours. Mais la haine sévit partout en France. Les chiffres sont implacables. On recense une agression toutes les 33 heures et le ministère de l'Intérieur fait état d'une hausse de 15% des actes LGBT-phobes. Que ces chiffres traduisent une augmentation sensible des agressions ou l'émergence de nouveaux phénomènes MeToo, il appartient à l'État d'accompagner cette libération de la parole. Aujourd'hui, seuls 4% des victimes se déplacent pour déposer plainte. Pendant longtemps, l'action de l'État a reposé sur la résilience des associations chargées de panser les plaies des victimes. Ces associations, Madame les ministres, vous les avez rencontrées à 2 reprises et je m'en félicite. Il y a 3 semaines, dans le local de SOS Homophobie, vous rappeliez le droit existant et la mise en place de référents LGBT dans les commissariats de police. Jeudi dernier, vous les réunissiez à nouveau aux côtés du président de la République en vue de co-construire un plan national de lutte contre l'homophobie et la transphobie.
Aussi, Madame la Ministre, pourriez-vous nous présenter les mesures détaillées de ce plan, témoignant d'une mobilisation inédite des pouvoirs publics et du gouvernement face à la recrudescence des violences LGBT-phobes? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Raphaël Gérard, vous l'avez souligné, et je voudrais saluer d'abord votre engagement sur ce sujet. Vous l'avez souligné, il y a une augmentation très préoccupante et intolérable des actes homophobes, lesbophobes, transphobes dans notre société. Et j'adresse le soutien de tout le gouvernement à chaque victime de ces actes partout sur le territoire. Avec le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, nous avons reçu longuement l'ensemble de ces associations. Ensuite, nous sommes allés chez SOS Homophobie avec la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, afin de construire avec ces associations, dont je salue le travail remarquable, un plan gouvernemental de lutte contre l'homophobie et contre les violences LGBT-phobes. Ces associations ont ensuite été reçues à l'Élysée par le président de la République et moi-même afin de finaliser le travail de ce plan que j'ai présenté en Conseil des ministres. Parmi les mesures que nous avons annoncées, il y a la mobilisation des pôles antidiscrimination des parquets par la garde des Sceaux, la généralisation des référents contre la haine LGBT dans tous les commissariats de police et toutes les brigades de gendarmerie, la formation de la police avec la DILCRA, la généralisation et la facilitation des interventions en milieu scolaire par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et une campagne qui sera dévoilée en 2019 dans les collèges et dans les lycées. Nous allons ouvrir une ligne d'écoute en Guadeloupe et en Martinique avec la ministre des Outre-mer courant 2019 et je salue le travail de la délégation Outre-mer à cet égard. Et nous continuons notre mobilisation pour lutter pour la dépénalisation mondiale de l'homosexualité dans toutes les instances multilatérales où nous siégeons, ONU, G7, Conseil de l'Europe. Je voudrais pour finir rappeler qu'il ne s'agit pas ici de répondre à un lobby. Il ne s'agit pas ici de satisfaire une communauté, il s'agit de protéger des citoyennes et des citoyens de la République française. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Valérie Lacôte. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la souffrance des Français est réelle. Les fins de mois sont difficiles pour beaucoup d'entre eux. Depuis 11 jours, de nombreux Français ont fait le choix d'enfiler un gilet jaune pour vous le dire. Et depuis 11 jours, vous ne cessez de minimiser leur action. Pire, vous avez même stigmatisé leur mouvement ce samedi lors des événements sur les Champs-Élysées. Peste brune, séditieux, vos ministres ont utilisé des amalgames proprement scandaleux et inacceptables. Aucune des personnes arrêtées samedi n'était fichée comme appartenant à des groupes d'ultra-droite ou d'ultra-gauche. Votre seule stratégie est de diviser les Français pour masquer vos difficultés face à cette colère. Votre attitude est irresponsable. Vous avez laissé volontairement ce samedi les forces de l'ordre sans consigne claire face à ces casseurs. Vous avez laissé volontairement ce samedi les gilets jaunes en difficulté face à ces événements inacceptables. Vous avez laissé volontairement ce samedi la situation se dégrader en espérant retourner l'opinion publique contre les gilets jaunes. J'ai bien sûr une pensée pour les blessés parmi les forces de l'ordre et les manifestants et je tiens à rappeler que l'immense majorité des gilets jaunes a manifesté sans violence. Monsieur le Premier ministre, les Français ne parlent pas de fin du monde, mais de fin de mois. Et l'intervention du président de la République ce matin ne répond en rien aux difficultés des Français. Pire, vous allez créer un énième comité Théodule, le Haut Conseil pour le climat, financé bien évidemment par les impôts des Français. La première mesure attendue par les Français, c'est la suppression de la hausse des taxes sur les carburants. Il vous reste 15 jours pour agir. Les Français attendent le vote des députés. Quelles consignes allez-vous leur donner? Merci. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les députés, vous nous interpellez sur la manifestation de samedi dernier. Quelques mots purement factuels pour revenir sur les faits, rien que les faits. Cette manifestation n'était, comme vous le savez, pas déclarée puisque nous avions, avec le préfet de police, prévu un champ qui était tout à fait acceptable pour cette manifestation, qui était le champ de Mars et qui n'a pas été retenu par les manifestants.
Sur la manifestation que vous évoquez, Madame la députée, et sur les incidents qui ont eu lieu au bas des Champs-Élysées, je ne peux malheureusement que vous confirmer que les incidents ont été provoqués par un certain nombre de militants des mouvances d'ultra-droite qui se sont portés au contact des barrages et qui ont provoqué un certain nombre d'incidents. Incidents violents, et les policiers ont été contraints de les repousser et ils ont érigé ensuite un barrage. Et méthodiquement, Monsieur de la Verpillière, vous voulez bien baisser le ton un peu? Méthodiquement, les forces de l'ordre ont dégagé les Champs-Élysées avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup de sang-froid, beaucoup de courage et de détermination. Avec Christophe Castaner, nous tenons à leur rendre hommage. Concernant le lien que vous faites entre les interpellations et la participation de militants de la mouvance d'ultra-droite, vous savez très bien, et beaucoup sur ces bancs connaissent les questions d'ordre public, vous savez très bien que les militants de l'ultra-droite viennent faire dégrader les manifestations en début de manifestation, et puis ensuite s'égayent et disparaissent, et on ne les retrouve jamais dans les interpellés. Ça a été le cas en 2013, ça a été le cas en 2014, et c'était aussi le cas samedi dernier. Nous savons qu'ils sont impliqués dans ces débordements. Concernant le rétablissement de l'ordre public, je puis vous assurer que samedi après-midi, tout a été mis en œuvre, d'abord pour éviter que des actions violentes soient menées contre nos institutions et qu'ensuite les Champs-Élysées soient rendus le plus rapidement possible, soient libérés le plus rapidement possible de manifestants qui avaient un comportement extrêmement violent. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Fabien Roussel. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, oui, il faut relever le défi climatique. Mais ce sont toujours les mêmes qui payent et ce sont toujours les mêmes qui sont exonérés de participer à cette nécessaire révolution. Pas un mot ce matin du Président de la République sur la hausse des salaires et des pensions pour une meilleure répartition des richesses de notre pays ou pour faire rentrer l'argent de l'évasion fiscale. Vous maintenez la hausse des taxes sur les carburants alors que c'est précisément cela que rejettent les Français, qu'ils portent un gilet jaune ou non. Ce sont eux, tous ces ouvriers, ces aides à domicile, ces infirmières, ces retraités, ces agriculteurs, qui n'en peuvent plus de travailler dur et de connaître quand même des fins de mois difficiles. Nous vous demandons une hausse de 200 € net pour le SMIC dès le 1er janvier et une hausse générale des salaires et des pensions. Vous pouvez d'ailleurs pour cela conditionner les aides, les dizaines de milliards d'euros d'aides publiques versées aux entreprises plutôt que de les distribuer à des multinationales qui n'en ont pas besoin. Enfin, parlons du consentement à l'impôt. Oui, l'impôt est utile pour financer nos services publics et la transition écologique. Mais j'ai ici le rapport qui nous a été remis sur l'impôt de solidarité sur la fortune que vous avez supprimé. Qu'est-ce qu'on y lit? Qu'il y avait 358 198 redevables à l'ISF en 2017 qui possèdent un patrimoine total de 1028 milliards d'euros. 300 000 personnes qui détiennent 1000 milliards d'euros de patrimoine et vous leur faites un cadeau de 3,5 milliards. En le rétablissant, il leur restera quand même de quoi voir venir. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand comptez-vous prendre des mesures fortes pour les salaires, pour notre pouvoir d'achat et quand allez-vous rétablir la justice fiscale réclamée de partout? Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Roussel, permettez-moi, avant de vous répondre, de vous féliciter pour votre élection au poste de secrétaire national de la formation politique à laquelle vous appartenez, le Parti communiste français. Il ne vous aura pas échappé, monsieur le député, que je ne suis pas membre de cette formation, que je n'en partage pas beaucoup d'idées. Mais il ne vous aura pas échappé non plus, monsieur le député, que je sais ce qu'elle représente dans l'histoire politique française, je sais ce qu'elle représente sur un territoire qui m'a élu. Et je vous rends bien volontiers hommage pour les responsabilités importantes auxquelles vous accédez. Vous m'interrogez, monsieur le député, sur le pouvoir d'achat. C'est une question qui intéresse tous les Français. Je voudrais commencer par faire quelque chose qui ne se fait pas beaucoup dans le débat public, mais revenir à une expertise que je crois incontestable, et qui, je crois, est acceptée par nos compatriotes. En tout cas, je pense que vous l'accepterez avec bienveillance.
c'est l'INSEE. L'INSEE nous dit, et elle le dit de façon scientifique, administrative, l'INSEE nous dit que de 2008 à 2016, le pouvoir d'achat des Français a considérablement baissé. C'est vrai. C'est vrai, monsieur Roussel. Le pouvoir d'achat des Français de 2008 à 2016 a baissé. Et notre objectif est de faire en sorte que cette mécanique infernale s'inverse. C'est la raison pour laquelle, monsieur Roussel, c'est justement la raison pour laquelle nous avons voulu faire en sorte que la fiscalité pèse moins sur le travail, pour que le travail paye, ce qui n'avait pas été le cas pendant très longtemps, et que nous avons voulu substituer à cette fiscalité qui pesait sur le travail une fiscalité qui pouvait peser sur la pollution. L'INSEE, la même, monsieur le député, indique qu'au cours de l'année 2018, ainsi qu'au cours de l'année 2019, y compris avec les augmentations de taxes que vous mentionnez, le pouvoir d'achat augmentera. Je le souligne, monsieur Roussel, parce que de la même façon que vous évoquez vos arguments, permettez-moi de renvoyer à des expertises dans le débat public dont je sais que vous les prenez en compte parce que vous parlez sérieusement. Ensuite, nous avons un désaccord, c'est vrai. Vous proposez l'augmentation générale des salaires, vous proposez l'augmentation du SMIC. Nous, ce que nous voulons, c'est faire en sorte que la croissance revienne, c'est faire en sorte que le territoire français soit à nouveau attractif. Et monsieur le député, permettez-moi de vous le dire, le territoire français est redevenu attractif. 18% d'augmentation des investissements étrangers en France. C'est un fait. Ces investissements, ils créent des emplois, ils suscitent des emplois. Nous sommes en train de faire en sorte de réduire le chômage. Et c'est long, et c'est difficile, et il y a des problèmes de coût du travail, et il y a des problèmes de droit du travail, et il y a surtout des problèmes de compétences et de mobilité territoriale, je le sais. Mais c'est ce à quoi nous nous attelons. Nous voulons faire en sorte que cette question du pouvoir d'achat soit traitée grâce au travail, grâce à la croissance, grâce à l'attractivité française, grâce au redémarrage de l'investissement. C'est notre stratégie. Nous la mettons en œuvre de façon constante et de façon cohérente. Et je pense, monsieur le député, que compte tenu des mauvais résultats que nous avons observés, vous et moi, pendant les 10 années précédentes sur le pouvoir d'achat, vous vous réjouirez avec nous de constater que dans les années qui viennent, le pouvoir d'achat des Français augmentera. Merci, monsieur le Premier ministre. La parole est à monsieur Bruno Jancourt. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, notre pays traverse un moment de grande tension dû à la fois au contexte économique général et à des décennies d'immobilisme de dirigeants politiques successifs qui n'ont pas su tracer des perspectives d'avenir, ce qui nous conduit aujourd'hui à devoir faire des choix politiques difficiles. Cette majorité, depuis son entrée en fonction, a voté des dispositions pour rendre l'économie du pays plus compétitive, pour lui redonner sa place et son poids au plan européen, pour qu'elle amorce enfin une véritable transition écologique. Pour autant, l'inquiétude d'une partie de nos concitoyens est là. Nous devons y répondre à cette population qui connaît ses difficultés du quotidien en raison des contraintes qui pèsent sur leur situation d'aujourd'hui et fragilisent leur situation de demain. Monsieur le Premier ministre, la solidarité est un lien qui doit unir l'ensemble des membres de la communauté nationale. Et comme toute chaîne, elle ne tient que par son maillon le plus faible. Le Président de la République a annoncé ce matin vouloir nouer un dialogue avec nos concitoyens. Pour aborder l'ensemble de ces questions et prendre concrètement les dispositions qu'impose la situation que nous traversons, il faut réunir et concerter l'ensemble des acteurs du pays et de ses territoires, dans un esprit de dialogue, d'écoute, de responsabilité et de recherche d'équité à la fois sociale et territoriale, en refusant et en condamnant toute forme de violence. Les acteurs sociaux ont tendu la main ces derniers jours. Il est temps de la saisir pour parvenir à renouer un pacte social dans une volonté d'apaisement et de responsabilité collective. Monsieur le Premier ministre, comment cette concertation, qui doit être concrète et rapide, peut-elle s'organiser sur l'ensemble du territoire? Merci, chers collègues. La parole est à monsieur François de Rugy.
Ministre d'État, ministre chargé de la transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Joncourt. Je salue le ton très mesuré de votre question et l'état d'esprit qui est le vôtre, qui est celui d'écouter la voix des Français, quels qu'ils soient. Et vous êtes élu d'une terre que je connais bien, la Bretagne, où on a connu aussi bien des mouvements, parfois des éruptions de contestation. À l'époque, c'était un autre habit et c'était une autre couleur, les bonnets rouges. Et en même temps, c'est une terre, la Bretagne, où on sait ce que c'est que la démocratie sociale, la capacité à dialoguer, élus locaux, le patronat, les syndicats. Et c'est une tradition sur laquelle il faut savoir s'appuyer tout en entendant, tout en faisant preuve d'écoute et de considération à l'égard de celles et ceux qui se mobilisent autrement et qui surgissent dans le débat public de façon inattendue, avec leur mode d'action, avec des mots d'ordre qui ne sont peut-être pas toujours parfaitement cohérents, mais qui doivent aussi être entendus. C'est pourquoi le président de la République nous a demandé de travailler sur une méthode innovante qui associe en même temps sur les territoires, à l'échelle locale, pas dans une grande conférence sociale ou une grande conférence environnementale nationale, des débats locaux où il y aura à la fois les corps intermédiaires, comme on les appelle, les élus locaux, les parlementaires qui voudront y participer, bien sûr, mais aussi les associations, les syndicats et les citoyens qui peuvent être engagés dans ce mouvement des Gilets jaunes. Et nous considérons que c'est ainsi qu'on trouvera des solutions. Certes, il faut être à la hauteur de l'enjeu du climat, de l'énergie, mais il faut aussi avoir des mesures qui soient à hauteur d'hommes et de femmes. Et c'est ce que nous chercherons avec les citoyens à faire émerger pour avoir encore une fois une écologie qui soit solidaire et populaire. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Éric Coquerel. Cette question s'adresse au Premier ministre. En novembre, celui qui disait qu'il vienne me chercher a réalisé que le peuple de France le prenait au mot. Aujourd'hui, il a clamé au micro que le cri du peuple était une grogne. Une grogne. Voilà qu'on compare les Français mobilisés depuis plusieurs jours à une meute de chiens errants. Contrairement à ce que vous affirmez, les Français ont très bien compris votre politique. C'est celle de l'ancien régime, des taxes injustes pour le peuple laborieux, permettant toujours plus de privilèges pour la noblesse d'argent. Emmanuel Macron ose parler d'écologie populaire. Votre écologie populaire, c'est sans le peuple et même contre lui. Elle n'est ni écologique ni populaire. On nous dit qu'il a proposé des mesures pour 2050. J'ai beau chercher, je n'en trouve pas la moindre trace dans le projet de loi de finances 2019. Vous êtes contredit par votre politique. Emmanuel Macron découvre, je cite, que vous n'êtes pas au rendez-vous en matière de rénovation thermique. Évidemment, puisque dans le projet de loi de finances 2019, vous avez baissé le plafond de l'Agence nationale de l'habitat de 130 millions d'euros, supprimé en 2 ans 3000 équivalents temps plein dans le ministère de l'écologie, coupé 200 millions pour l'écologie dans le budget. Députés de la nation, n'oublions pas que la loi est l'expression de la volonté générale et que la volonté générale, aujourd'hui, repousse cette hausse des taxes sur le carburant et la justice fiscale. L'écologie populaire sera populaire ou ne sera pas. C'est pourquoi France Insoumise propose immédiatement au débat le rétablissement de l'ISF et la suspension des hausses des taxes sur les carburants, la fin des niches fiscales anti-écologiques, la fin de la justice fiscale par l'établissement de 14 tranches d'impôts, la renocialisation des autoroutes, la réaffection des 40 milliards du CICE à la transition écologique. Monsieur le Premier ministre, le budget n'est pas adopté. Rouvrez une séance extraordinaire au Parlement pour débattre de ces mesures. Permettons à cette occasion à une délégation de Gilets jaunes de pouvoir exprimer leurs revendications devant l'Assemblée. Laissez le peuple être souverain et décider. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci. Merci. Seul le ministre a la parole. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Coquerel, je me souviens que lors des débats et de la campagne pour l'élection présidentielle, le candidat que vous souteniez, qui est aujourd'hui le président de votre groupe, était pour la révolution écologique.
Madame Obono, on pourrait diverger sur le terme révolution, mais nous aurions dû nous retrouver sur l'enjeu écologique. Je me souviens que dans les débats budgétaires, il y a quelques semaines, dans l'examen du budget pour la transition écologique et solidaire, Monsieur Coquerel, vous étiez un des rapporteurs pour avis. Nous étions là, vous étiez là, j'étais là, et nous débattions. Et vous avez déposé une série assez longue, je dois le dire, d'amendements qui prônaient des augmentations de dépenses. Ça, je le reconnais bien volontiers. Et pour financer ces dépenses, vous proposiez de nombreux amendements également pour augmenter les taxes. Je l'ai rappelé il y a quelques semaines. Augmentation de la trajectoire sur la taxe carbone. Celle dont vous demandez le moratoire aujourd'hui. Et vous étiez signataire de ces amendements. Je me souviens, Monsieur Coquerel, il y a quelques semaines également, au mois de septembre, dans un débat ici même dans cette Assemblée, votre collègue, Monsieur Ruffin, disait les députés de la majorité devraient être habités par la conscience de l'effondrement écologique. Manifestement, cette conscience l'a quitté samedi dernier quand il a décidé d'aller soutenir le mouvement pour la suppression de la taxe carbone. Alors, Monsieur Coquerel, je vais vous dire une chose simple. Écologie ou démagogie, il faut choisir. Merci, Monsieur le ministre. Bien. Avant de lui passer la parole, je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Madame Florence Provandier, qui est devenue députée de la 10e circonscription des Hauts-de-Seine le 17 novembre dernier, en remplacement de Monsieur Gabriel Attal. Bienvenue et vous avez la parole. On écoute notre collègue, s'il vous plaît. Donc, Monsieur le Président, mes chers nouveaux collègues, ma question s'adresse à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Le coefficient de Gini fait de la France un des pays les plus égalitaires sur l'échelle du niveau de vie. Toutefois, la proportion de Français ayant le sentiment que ces inégalités se sont accrues a considérablement augmenté depuis les années 2000. Plus de 77% d'entre eux partagent aujourd'hui cette opinion. La loi Pacte, votée le 9 octobre dernier, propose plusieurs dispositifs destinés à favoriser le partage de la valeur en entreprise et réduire ainsi cette perception de déclassement qui s'ancre dans le cœur des Français. Recréer la confiance, renouer le lien entre décideurs, consommateurs et citoyens. Telle doit être notre boussole pour bâtir une société réconciliée et plus équitable. Il y a 15 jours, à l'occasion du Forum de Paris sur la paix, un projet de label européen mesurant le partage de la valeur sur la base d'une série de critères matériels, immatériels et éthiques a été retenu parmi les lauréats de cette première édition. Forte d'un double parcours professionnel dans le secteur privé, puis à la tête d'ONG, je suis convaincue que l'entreprise doit être le premier levier de cette réconciliation. Tandis que les standards américains semblent aujourd'hui conquérir les marchés européens, la France doit se saisir de cette opportunité, proposer, ouvrir les perspectives pour un nouveau pacte mondial dont les entreprises seraient les premières garantes. Monsieur le ministre, à l'heure où 83% des Français estiment que le partage de la valeur au sein de l'entreprise n'est pas équitable, pouvez-vous nous préciser la stratégie de votre ministère pour une entreprise au service des salariés, des dirigeants, des consommateurs, en somme, au service de l'ensemble de nos concitoyens? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Florence Provandier, la première des inégalités, c'est le chômage. Et vous faites référence à un certain nombre de rapports.
Vous auriez pu citer le taux de pauvreté en France, 14% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, mais 37% des chômeurs qui sont sous le seuil de pauvreté. Combattre les inégalités, c'est d'abord combattre le chômage et donner un travail à tous les Français. La deuxième des inégalités, ce sont les salaires. Et je vais peut-être vous surprendre, mais je rejoins Fabien Roussel quand il estime que les salaires des personnes les plus modestes aujourd'hui en France sont trop faibles. Qu'on n'arrive pas à vivre dignement lorsqu'on a les salaires les plus modestes dans notre pays. Et pour réagir à cette inégalité, il y a deux solutions. Une qui a déjà été essayée par le passé, c'est augmenter administrativement le SMIC. Et si vous retenez cette solution-là, elle est proposée par M. Fabien Roussel, il est cohérent. Elle est proposée, c'est un peu moins cohérent, par une partie des députés des Républicains. Eh bien, dans ce cas-là, vous créez du chômage et vous recréez des inégalités dans notre pays. L'autre solution, celle de notre majorité, celle qui a été retenue par ce gouvernement, c'est celle qui consiste à baisser et à supprimer les cotisations assurance maladie, assurance chômage, pour que tous les salaires nets augmentent à la fin du mois. L'autre solution, c'est celle qui consiste à supprimer le forfait social, c'est-à-dire une taxe de 20% qui pesait sur l'intéressement. Et j'appelle toutes les PME, tous les entrepreneurs, tous les artisans, tous les commerçants, toutes les entreprises de moins de 250 salariés à verser de l'intéressement à leurs salariés. Enfin, la dernière solution, c'est supprimer les cotisations sur les heures supplémentaires. Nous le ferons aussi. Il n'y aura pas de développement économique sans justice, mais il n'y aura pas de justice non plus sans développement économique dans notre pays. Merci, Monsieur le Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.